Oui. C'est bon, c'est bon. Ok, bonjour tout le monde. On va commencer. Merci d'être avec nous dans cette 11e édition de Visualisation de Montréal. Pour les gens qui sont déjà venus dans le passé, mais on vous propose toujours un défi du jour qui est de parler avec au moins une nouvelle personne. So your challenge today is to talk to at least one person you don't know. We'd like to thank you, our host, WeWork. On aimerait ça remercier WeWork. Oui. Ah, parfait. Donc, on aimerait remercier WeWork pour nous avoir accueillis. C'est une très chouette place qu'on a bien aimé en novembre de l'année passée. Ça fait que c'est pour ça qu'on est ici encore une fois. Qui on est? Visualisation de Montréal. Mais c'est un meetup qu'on a créé en juillet 2014. On a jusqu'à date 1644 membres. C'est bien notre 11e rencontre. Puis sur Twitter, notre compte Visualisation de Montréal qui compte déjà 380 abonnés. Dans ce compte-là, on essaie de faire la promotion de la visualisation dans la région. Donc, si vous allez là, vous allez voir qu'on partage des tweets sur les données, graphiques qui sont faites à Montréal, des rencontres pertinentes, puis pourquoi pas des offres d'emploi aussi. Est-ce que c'est la première fois que vous êtes avec nous? Il y a des gens qui sont parmi nous. Hey, des gens de Radio-Can, génial, merci. Qui on est? On est 4 gens dans le comité organisateur, mais vous êtes les bienvenus toujours à se joindre. On est passionné par la visualisation, donc Christophe Biot, très actif dans la communauté des Trois. Santero Salcido, c'est un gars. Jessica, qui est juste là. Puis Francis Gagnon, qui est juste là. Notre maître de cérémonie habituel, on a changé aujourd'hui. Quels sont nos projets pour 2017 puis 2018? Bien, on compte déjà 100 rencontres. On a une chaîne YouTube où on commence à poster toutes les vidéos des meet-ups qu'on a fait dans le passé. Puis bien sûr, on a un blog, donc Christophe s'en occupe sur Medium. Aujourd'hui, on a choisi de parler de la relation entre l'expérience utilisateur, le UX, et la visualisation. C'est un sujet qui nous tient à cœur parce que souvent, quand on entend parler de l'expérience utilisateur, on se questionne c'est quoi la relation avec la visualisation. Mais pour cela d'abord, puis pour les gens qui ne connaissent pas encore la visualisation, on va définir un peu c'est quoi la visualisation. Et pour cela, je vais prendre un exemple de Alberto Cairo, qui est une référence, si vous le connaissez déjà, qui dit que souvent la visualisation est confrontée à l'infographie, puis sont souvent placées dans deux extrêmes opposés, puis qui sont nettement délimités, dont on dit que l'infographie, ça fait plutôt une présentation en utilisant des graphiques, des cartes et des diagrammes. Donc, c'est plutôt un outil de présentation statique qui est souvent éditorialisé, tandis que la visualisation, ça permet plutôt de faire l'exploration à partir d'un set de données. Cependant, ce que Alberto Cairo propose, c'est qu'il n'existe une limite comme telle, c'est plutôt un continuum, parce que autant dans l'infographie que dans la visualisation, il y a des éléments de présentation, mais il y a aussi des éléments d'exploration. Finalement, qu'est-ce qu'on entend pour visualisation? Mais si je vous montre un exemple ici, c'est ce qu'on dirait une présentation où il y a tellement peu de données que ça permet juste une quantité très limitée d'exploration. Donc, ça peut être plutôt infographique et visualisation. Dans notre exemple suivant, on va voir un exemple de ce qu'on considère typiquement comme visualisation, vu que ça prend un set complexe de données, puis ça permet à l'usager de se promener, puis extraire leur propre histoire, leur propre storytelling en fonction d'une exploration d'une base de données. Ce qu'on dit, c'est que dans les deux cas, il y a des éléments autant de présentation que d'exploration. Ce n'est pas vrai que ça existe dans le vide. Il y a quand même des choix qui ont été faits par le choix de la présentation. Donc, on ne peut pas tracer comme une limite exacte. Bref, qu'est-ce que la visualisation ou c'est quoi l'objectif? C'est de faciliter la compréhension de l'information complexe à l'aide de représentations visuelles. Maintenant,
c'est quoi la relation avec l'expérience usagée. Souvent, quand on parle de UX, on pense à design web, on pense à fil d'Ariane ou des maquettes fonctionnelles, Axure et interfaces interactives. C'est pour ça qu'on a trouvé des gens qui ont autant d'expérience en UX qu'en visualisation. Puis pour cela, on invité nos présentateurs aujourd'hui. Avant que ça, on va juste remercier Plotly, qui est notre commanditaire principal, main sponsor, qu'on va avoir en petite conversation avec eux à la fin. Puis on remercie aussi Mapd, qui est notre commanditaire annuel, dont Christophe Bio va nous parler un peu tantôt. Puis je cède la parole à Christophe pour que tu nous parles aussi un peu de la OpenBIS. Oui, je veux vous parler de la conférence OpenBISConf. Qui la connaît? Levez la main ceux qui la connaissent. Oui. Ça faisait plusieurs années, je pense 4 ans, qu'elle se faisait à Boston. Il y a eu des changements dans l'administration de la conférence. Cette année, elle s'est donnée à Paris. C'était la semaine passée, je crois, ou l'autre d'avant. Juste un petit retour sur ça. Je pense que ce qui est intéressant dans les conférences, c'est pas nécessairement d'aller voir des gens parler, parce que ces vidéos-là vont se retrouver sur le web. Ce qui est important, c'est d'y aller pour rencontrer les gens. Il y avait 350 personnes, c'est tous des praticiens de différents domaines. Puis ce que je veux faire ressortir maintenant, c'est que OpenBISConf, c'est une des conférences qui est la plus peut-être diversifiée. Il y a des gens de milieu académique et de milieu de la production. Des fois, on pense que c'est deux choses qui sont complètement séparées. Puis je vous ai donné des exemples de noms, par exemple, du domaine académique, du domaine de la production, puis des gens qui sont vraiment les deux en même temps. Par exemple, qui font de la recherche dans les compagnies. On pourrait dire que la DataVis, ça peut se séparer par domaine d'application, par exemple les sciences pures, les sciences sociales. Mais on trouve toujours des gens qui font, par exemple, de la statistique pour les sciences sociales, ou bien Nadja Popovic travaillait sur les changements climatiques. On sait que ça a un gros impact sur la société, mais c'est aussi beaucoup de mathématiques puis beaucoup de design de l'information. Des fois, on sépare la DataVis en les gens qui sont designers, des gens qui sont plus des programmeurs, des techniciens, mais c'est jamais vrai non plus dans la DataVis. Il y a toujours des gens comme Benjamin ou bien des gens qui vont s'intéresser à la cartographie, au traitement visuel des données de la statistique, qui vont bien comprendre autant le design que la programmation. Moi, ce que j'essaie de faire quand j'essaie d'expliquer c'est quoi les différents domaines de la DataVis, c'est de les mettre sur une sorte de pipeline de données. On part des données, on essaie de faire un mapping pour les représenter graphiquement. Tout le long de cette chaîne-là, il y a des gens, il y a différents types de métiers de la DataVis. Il y a la collecte des données, il y a le traitement des données, il y a toute la transformation. Il y a après ça l'aspect visuel, graphique. Il y a l'aspect de l'interaction. Puis aujourd'hui, on va surtout parler de cet aspect-là, les liens entre la DataVis et les expériences utilisateurs, ce qui est vraiment un certain type de praticien en DataVis. OK, merci Chris. Maintenant, on va commencer avec Ignacio Alvarez, puis on va changer en mode anglais, c'est une conférence bilingue. Ignacio Alvarez is an industrial designer, but moved away from physical product to interfaces during his master in design and complexity at the Université de Montréal. He's now a senior UX designer working at JDA Labs. So he's going to speak about creating database with a UX process. So welcome, Ignacio Alvarez. Okay, so creating database with the UX process. So is this a slide on? So who I am, well, mentioned a lot already, but so I have graduated in industrial design, and I did my master in design complexity. This is where I started doing UX for the first time. Senior UX designer at the GDA Labs. It's my 4th year. The GDA Labs is a business doing business-to-business softwares, and they do a lot of optimizing and logistic software for big companies.
So I started learning about data viz in the last 2 years, so I'm quite new to it, and I've doing start learning. So I'm reading books, going to conference. I went actually to the OpenViz conference in Boston, which was really good and interesting. And I realized that I was not the only new guy there, which is nice. And I actually have now a US patent linked to DataViz. And if we have time, I put it at the end. But if I don't, you can always talk to me, or I might present it one day in another conference. So the UX process we use at GDA is the goal-directed design. This is from Kim Goodwin book. It's a really simple process, and a lot of if there's any UX designers here, the process is really similar to other process. So the first step is the research. This is where we really do the interview with the users, and we also do interviews with the stakeholders, and we also look at other competitors and the trends in the business. So what's going on, and it's important to do this because it really puts the center your design. Oh, sorry. It puts the user in the center of your design. The next step is modeling. So this is where we take all the raw data and we compile it to make it models like the personas or experience flows. The most important part here is to find the goals. What are they trying to achieve? What they are trying to do with your interface or your software. Afterward, you have the requirements. This is where you define the users, the business, and the technical needs. So it's kind of a checklist that you have to complete, and you have to do all this, input all this in your software. And if you miss something, you're missing needs of the users, right? Afterwards, you do the framework. So this is not so far from journalism. You are doing the wireframes, you're doing the sketch, you're doing the information architecture, and you're doing the flows as well. At that point, you do the user testing. So before you even start doing the details and trying to figure out all the what are the colors and everything, you do user testing because you can iterate really quickly. You can know what's work well, what doesn't work well. And then you do with the detailed design, where you do all those details, and you can also start doing the specs for the developers. And you ensure success. That means that you are with the developers and they are building it, and you make sure that they have everything. You answer the questions, and you also look at the quality. Are they doing it right, or do you have to do anything different? And this is really an iterative process, right? So you could be already in the framework and realize that you're missing something and go back to research. So it's not a step-by-step thing, right? You can always go back and forth in this process. So I'm going to talk about this process, but what it's linked with data viz. Okay, so when you're doing the research, you have no idea that you're going to do data visualization. You're only trying to understand what are the goals of your users, what are their needs, what are the challenges or frustrations, what are the other interactions they have with other users, how does it work, how does their work works. So after that, you can have an idea of, okay, so what information do they need to be successful? What is the level of detail they need of this information? And at that point, they could mention that, hey, we want a data visualization because I saw another app that has this and it's cool and that's what I want. But you don't have to take that for granted because a lot of times you can also realize, wait, you want this, you want a data visualization, but I can solve your problem in an easier way, and it could be the best solution for your need. So you could keep it in, but it's not. Don't take it for granted. Also, what is the context of use? So if I talk in my business, imagine a warehouse picker. So that's somebody that has to go pick the boxes, put it in the truck, right? And create those pallets and put it in trucks. If you do a data visualization for him, for some reason, you will realize that he has something mobility, right? He has to probably have something that he can travel with. So it must be touchable. It must be very simple, not complex. It doesn't have to do so much interaction, right? You have to think about that. The context is really important. And all this raw data, you put it in the modeling phase. So the modeling phase is where you create those personas. So it's kind of general people. You try to build general people out of all the details you gathered, and you build experience flow. So those are all the steps they do right now to complete their task. And where are the frustrations on those steps? What are the tools they use on those steps?
So this is what it looks like. So this is what I've done for a client. So this is a persona and an experience flow. And again, here you don't even know that you're going to do data visualization. You kind of start having an idea that maybe this will solve a problem. But the mistake I did a couple of times is go ahead and start sketching right away. And I'm like, oh yeah, that's cool. And this would be a great idea. And sketch. But the main issue with this is that once you start doing this, you're just putting ideas over ideas. Because you start remembering, oh yeah, but he also needed this and also needed that. And maybe the business needs, so your stakeholders might have said, oh, but we also need this. So you just add idea on top of idea. So because you don't have the full picture of it. This is where it's important to do the requirement list before. And the requirement list is really just a checklist, right? So it's something that looks like this. So you have all the needs there that you've put together. And like a lot of UX guru mentioned, it's important to put in your sentences the user in the center. So that means the user should have the ability to do that. He should have the ability to see this, to be able to interact with that. But one of the mistakes that people make is that they actually write it down as a solution. So for this, for example, so ability to filter the line chart using a legend as toggle. So you already put that it's going to be a line chart. You already put that there's going to be a legend that you toggle. So you actually you're not solving a problem. You're just proposing a solution. Instead, if I say ability to complexify or reduce the visualization of data to allow exploration, I'm not really good at writing those things. But it gives more options, right? You can say, oh, well, there's a lot of ways of doing this. I could do drag and drops. I could do checklists. I could still use this. Maybe this is the best solution, but I'm not cutting myself out. And so it's important to really be general and say what is the actual need of the user and not a solution. And this brings me to framework. So framework is not that far from journalism at that point for data visualization. You're actually really just doing the skeleton of it. You're trying to think all the information architecture, the flows that the user are going to do, and you're just having those kind of sketches. And you put it down, and you could use Axure, you could use Illustrator, you could use a lot of different tools that exist right now for those. And it's not that much important what to use. So this is the demand workbench. So it's the same example I had before from the requirement list. And as you can see, I have different ideas, but it starts always with, okay, I need a chart on top and a grid below. And this is because requirements told me that, yes, they need to be able to see variability in this graph. So they need to be to understand, oh, what are the exceptions that's going on in here? So is there a peak somewhere? Should I focus my attention on that peak? But the user also needs to, hey, I need to be able to change the data below. So I need to be able to quickly change the data. So that's why I started thinking, yeah, I need to be able to connect both. And maybe even the line chart on top, on the middle could be together. So it's all linked. So you see, this is where it's because I had the requirement list before that I could do this. Another thing that can come in by doing the framework is you start realizing, and this is not a framework, this is more detailed design, but it's just for the context. So as you can see here, predicted OTF. So this is the predictive on-time fulfillment. My stakeholders are like, yeah, we need a dashboard and everything needs to be graphs and it needs to be, yeah, put that on a donut chart. But at the end, you look at it and you're like, you have two values and I'm just wasting space for nothing. Instead, I could just have one thing and it would be enough, right? The user doesn't need that chart necessarily. So this is where you realize, oh, well, maybe I don't need a data visualization. Maybe that's too much. That's not necessary for what I'm trying to do. This is a really simple example, though, but it's just to explain. And then you go to user testing, which is extremely important. This is where you really understand, does it work or not? And the more complex your data visualization is, the more you're going to get feedback out of it. And so you're going to realize, oh, I took for granted that it was easy to interact and they were easily finding the settings, the options in the settings. But you start realizing that they don't, and they cannot find it. So you have to iterate your design. So you're not even in the detail right now. You're just some sketches or some wireframes. So another problem that could happen, and this has happened to us, this is RetailMe. It's a software from GDA.
And they build this thing for assortment planners. So assortment planners, their job is to build assortment. So I have to do next season boots. So I built this assortment for the next season. And what we did is say, oh, well, what is interesting would be to have scores for each of them. And the scores are telling how well they're going to sell, each one in this assortment. So if it's almost 100, that means that it's going to sell very well. And if it's below 50, it's going to not sell that well. But not all of your items are going to be 100. And this was tough for the people to understand. They kind of get what we're trying to do, but they were not trusting it because they couldn't understand what this number really was and why it was that number and how could they make it better. So this is something that you realize doing the user testing. And we came up with, oh, well, we need some kind of data visualization, a simple one, that would help them understand, oh, which attribute made this item this value, so this score, let's say. So you see, even the user testing could provide you more input on new problems that could arrive. And finally, detailed design, and this is where you go with really everything. So this is the same example. So you're trying to follow the style guide because we are a big company. We're trying to follow the same style for all of software so that it becomes a family of software and not everything different. So you start putting the style guide in. You're trying to make the colors and make the little small interactions that you didn't do and the form and all those little details. So this is the example 4, and this is the other example, right? So you can become really more loose and go with really more of exploration of the colors and everything. So do I have time, or am I kind of? Oh, well, no, okay, this is the pattern, so it's more complex. So I'm gonna skip that and go directly to questions. So do we have questions for Ignacio? Est-ce qu'on a des questions pour Ignacio? Oui. I'm sorry, did I understand that the program is called Retail Me? The program Sorry. that you show the assortment planners, is it called Retail Me? What is the? Yeah, it changed name. I don't know. The marketing team at GDA is really, but it was Retail Me. It was Retail Me for a long time. Yes. So, but this is not one of your programs. It's not. Yes, this is one of the programs sold by GDA right now. Okay. Thank you. So thank you very much. Merci beaucoup à Ignacio, c'était très intéressant. Vous pouvez toujours le parler pendant le reste du meeting ou bien à la fin. On va reprendre ça. On va continuer avec le prochain. Merci. Merci. Fait que maintenant, on va essayer une chose. On va voir si cette fois-ci on se plante, parce que la dernière fois, on l'a essayé aussi, puis on ne s'est pas planté. On va réessayer une vidéoconférence, puis on est très content parce qu'on a Noah Ilginski, qui est un designer d'information puis visualisation. En fait, c'est en anglais, ça fait que je vais le faire en anglais aussi. He's also an author and speaker with a strong foundation in UX. He's interested in making knowledge accessible and building better knowledge sharing tools. He's the author of Designing Data Visualization, as the technical editor and contributor to Beautiful Visualization, both published by O'Reilly Media. He's working now as Senior UX Architect at Amazon Web Services. So let's try and see if Noah is there. Oh. Hi. How are you? Can you hear me? I think you need to enable your microphone. Hi. So, do you hear me now? Yeah, sounds good. And we hear you. Perfect. Excellent. So, we are, I don't know if you can, yeah, we'll put this on full screen, just here. So, we are, I don't know if you can, yeah, we'll put this on full screen, just here. So, we are, I don't know if you can, yeah, we'll put this on full screen, just here. So, we are, I don't know if you can, yeah, we'll put this on full screen, just here. So, we are, I don't know if you can, yeah, we'll put this on full screen, just here. So, we are, I don't know if you can, yeah, we'll put this on full screen, just here. So, we are, I don't know if you can, yeah, we'll put this on full screen, just here. So, we are, I don't know if you can, yeah, we'll put this on full screen, just here. So, we are, I don't know if you can, yeah, we'll put this on full screen, just here. So, we are, I don't know if you can, yeah, we'll put this on full screen, just here. So, we are, I don't know if you can, yeah, we'll put this on full screen, just here. So, we are, I don't know if you can, yeah, we'll put this on full screen, just here. So, we are, I don't know if you can, yeah, we'll put this on full screen, just here. So, we are, I
I don't know if you can see this beautiful audience that is ready to hear you. So please welcome Noah, which is in Seattle, and we're ready to hear you. Any intro, or should I just dive right in? Sorry? Do you need an introduction, or should I just dive right in? Well, actually, I already introduced you, but feel free to introduce yourself as well. Yeah. I'm Noah. I'm a UX architect, and I have a lot of opinions about data visualization. The one thing that I will sort of preface the whole conversation with is that I got into visualization accidentally when I was in graduate school studying user experience design. And so I've always brought a very sort of user experience design process with me as I do visualization design. And so the talk that we'll give is fits very nicely with your theme. It's very much about a user-centered perspective on how to do visualization design, which I think is the right way to do it. So here we go. Share that. Does that look good? Perfect. Okay. 4 pillars of visualization design. This also applies to all kinds of other, any sorts of other design, writing letters, all these sorts of things. So this is the process. We have to start with our purpose. Why are we doing this? By the way, number one, don't worry about writing this stuff down. I'll send the organizers the link, and you can take the PDF home with you. So yeah, you can just watch along. Don't feel free. I've given some talks on somebody takes a photograph with their phone of every slide, and I'm like, I'll just give you the slide deck. It's fine. It's easy. All right. So this is the process, and we're going to talk about each of these 4 for a few minutes. So number one, the purpose. Why are we doing this? That has to come first, because that informs everything else that we do. Number 2, the content. What of all the data that we're working with, or all the data we have available to us, how much of it does our customer actually need? What do we need to show them? Number 3, the structure. This is finally now we get to talk about what graph type, after we've figured out our purpose and after we've figured out our content. And finally, formatting, and this is typography, color, all that stuff. That comes very last in the process. Good so far? Yeah. If somebody has questions, like wave your arm and maybe I'll see it. Somebody can say, wait, we have a question. Otherwise, we can do it at the end. Okay. So the purpose, you have to start with your customer. This is Jeff Bezos. He pays my paycheck, so ultimately he's my most important customer. But you have to start with the people that you need to satisfy, the people that you need to make happy, and understand what their needs are. You can't start with the technology. You can't start by just picking some kind of fancy graph type and hope that it works out to communicate effectively what you need. And the purpose has all these facets. Why are you creating the visualization? Who is it for? What do they need to understand? What actions do I need to enable for them? Are they making decisions that we're trying to inform by giving them data? That's all important. How will it be consumed? The difference between a 3-inch mobile phone screen and a meter display, the amount of interactivity, the amount of detail that you can give is very different. Something that's going to be printed out in a black and white PDF report and mailed out to people in black and white with no interactivity is very different than something where you've got full color interaction. So all of these things are factors in your purpose, factors in defining what it is you're building. Probably one nice question to ask yourself here as you're building this is, what is the most important takeaway message? What is the thing that your audience needs to know when they are complete? They've completed the reading or the understanding of this. You can pretend if this was PowerPoint and not PDF, there'd be an animation here, but we're not going to do that. The purpose should be specific. So if you say, what's the purpose? And someone says, well, I need to show our data. That's not very specific. That's not very useful. Like, of course we're here to show the data. Of course that's what we're here for. But if you can say things more specifically, like,
we want to show our revenue and the customer base improvements over the last 3 years to potential investors. That's a great purpose, because that tells me who my audience is, it tells me the things that they care about, it tells me what the data types that we're going to talk about are. It gives me a limit of time, so that I'm not showing 10 years worth of data, I'm only showing the 3 years because that's what matters. This is a really, really good specific purpose, so we like this a lot. Your success with the visualization or these other communications requires providing answers to the audience. Your answers that they can then take with them and make decisions based on the answers, based on the things they've learned. So saying, we're showing revenues, that's fine. You can take that same visualization and give it a different title. You can, instead of a title that says revenues, you might have a title that says, the state of Washington shows the most improved revenues by percentage of all states from 2012 to 2015. It's the same slide, it's the same content, but now I'm handing my customer or my audience, I'm giving them an answer. An answer said, this is the most important thing that happened. So if you're able to tell people what the answers are, especially if there's a certain answer you want them to learn, if you tell them the answer, they don't have to try to learn it themselves. You can just give that to them. Content, so less is more. Just briefly, someone I know took the United States Census data from 2010 and plotted a dot for every human in the census. So this isn't a map, it's just a collection of dots of humans. He did, in fact, later on do the same thing by adding the census from Canada and from Mexico. I don't have that illustration, unfortunately. This is something like 300 million dots. That's a lot. And we can learn some things. We understand that there are more people in the East than in the West. Oh, by the way, the color here, this is racial or ethnic makeup. So we can see that in the southeastern part of the United States, there's more of these green dots, and in the southwestern part of the United States, there's more of these orange dots, and there's some red dots in different places. But with 300 million dots, we can't have a lot of really interesting conversations about what we're looking at here. It's just a little too much data. If we focus a little bit, this is now, instead of 300 million dots for the entire nation, this is a small piece of Brooklyn, New York City. So now we're looking at probably tens or maybe hundreds of thousands of dots instead of hundreds of millions of dots. So we're 3 or 4 more orders of magnitude smaller than before. And now we can see some really fascinating patterns here. We can start to ask questions about, what is this one group of red dots doing in this whole neighborhood, this whole bunch of blocks that are all included? We can talk about which of these neighborhoods has the best public transportation. We can talk about how far is it to go to the grocery store. We can talk about property values and how those are changing. So we can have real, more meaningful conversations here when we focus down on a smaller set of the data than if we were looking at the entire data set. So the point of this is you want to act in an editorial capacity, use your ability to focus on a much smaller piece of the whole world's worth of data, limit the data to just the answers that you want to be able to communicate. So, and the closer you can get to answers and communicating small amounts of useful focused data rather than a large amount of unfocused data, the more effective you can be. This is my favorite dashboard. This is a 1-bit dashboard. This is it raining or not? I'm late for the bus. I have to run out the door. I want to grab my jacket. Which jacket do I need? I don't care about the animated storm clouds coming in from the side and the artificial rainbow of the low pressure zone coming in from the east. It's like, I just need to know if it's going to rain today. Just give me an answer, umbrella, yes or no. So this is taking a huge amount of data that goes into forecasting the weather and giving it to me in a very, very clear answer, rather than giving me a lot more data. So it's a little bit of a trivial example, but I like it. By the way, apologies. I think when I exported from PowerPoint, it mucked up my fonts, because I promise this is not exactly how this layout was made. So we've talked about purpose first. Who's your audience? What do they need to know? We just spent a couple slides talking about content, how to focus down the information. The next few slides, we're going to talk about structure. How do you take the red graph
It turns out that different graphs, because of how the eye and the brain work, different graphs really facilitate different types of understanding. They communicate different types of data more or less effectively depending on the style and the shape of the graph. So as you're picking the structure, you can't just pick one that you think is cool and then you do it. But if you want it to be effective, it's more important to pick a structure that is going to support the type of communication that you need. So bars are really good for comparison. It turns out our eyes and our brains are really excellent at these very, very small differences in length. And when we say length here, really what we're talking about is the position at the top of the bars. If you look, for example, here in the middle of week 2, the pink and the orange bar there, those are very, very similar in length. But I assume that most people in the room have the ability, if you've got regular standard eyesight, you have the ability to see that there's a small difference in the length of those bars. And if you look at the scale that we're dealing with, that's like a 1% difference. That's just a few pixels, right? But our eyes and our brains are really good. We have really sophisticated software and pattern matching hardware in our eyes and our brains that let us see these tiny, tiny differences. So if we want to compare things like value, which is more, which is left, bars are a really excellent way of doing that. Now this is the same data set, and now I've mapped it with lines. And I want to point out here that with these lines, it's very easy for me to look at one, let's say that these are product sales over a week. It's very easy for me to look at the orange line and see how it goes up and down over the course of the week. Sorry, over the course of the 4 weeks. If we go back to this slide, I can sort of do that with the orange line. But this slide with these bars, this provides a very easy comparison within a given week. It's a little bit harder to track one given color week over week. This one with the lines, this gets us two things. One is the lines imply continuity, they imply change over time because the line themselves connects the dots, and that's leveraging sort of a fundamental interpretation of our brains. So that's why you see line graphs for time series data. There's some other changes that allow this to be differently useful than bar graphs, but we're going to keep it short today. Pies are great, nothing wrong with pies as long as you use them appropriately. There's a few strong considerations with pies. You really only get a few slices that are relevant. There's not a specific number. It's not that 4 slices is fine, 5 slices is bad, but the more slices you get, the less resolution and accuracy you get on the remaining. So I like to think that there's only a few relevant slices. You maybe get 4, 5, 6 relevant slices, depending on how big they are, and after a while, everything just gets too small to see. You're also not going to get precision with the pie graph. Our eyes and brains that are very, very good at detecting things like differences in length are very bad at detecting things like size differences in these wedges. We just don't have the hardware and the software built into our brains that are good at that. So very often with pies, you'll see the labels in addition to just the shape itself. And then there's one nice best practice that you can do, which is you can sort these slices so that going in a clockwise direction, you go from the largest to the second to the third and all the way down to the smallest ones. And that allows comparison of the first 2 or 3 large ones to be easy. Things to avoid, we're going to talk about reasons to not do these very quickly. In the left corner here, radar graphs. If you have data that is cyclical, if you have, you're talking about frequency of calls to the call dependent by time of day, that's cyclical data that goes around a 24-hour clock. That's a perfectly good use of this. But if these axes are totally independent, as they are in this graph, sales, marketing, development, customer support, the shape that this makes, the little colored glyph of line in the middle, that's as much an artifact of your choice of axes as it is of the data itself. And that has the possibility to be very misleading. So we don't recommend that unless your data's pies are not 100%. This pie down here in the corner, this is the 193% pie. It's 93% larger than anything in reality. Don't do that. In the upper right corner here, this circular graph. The problem with circular bars like this is there's 2 ways to read it. One of which is the absolute bar length, which is, we can see that this blue bar is the longest and the green bar is the second longest. And the red bar is the third longest? Well, I'm not sure. No, these bars are labeled
not by length of bar, but they're labeled by fraction around the circle that they've gone. And the problem is, no matter whether you design it to be bar length, obviously the red bar that says 50 is much longer than the green bar that says 60. So you can design it one way, but half your audience is always going to get it wrong and interpret it differently. Don't do that. Finally, really, 3D anything, it necessarily distorts the data. When you have a 3D projection like this, it's extremely difficult to look at in this case, these bands on these towers here, and project them back against my scale, right? You can't actually read real numbers off the scale here. It's very difficult to do. The one exception I would say with 3D is if you have data and tools that are inherently based around 3D, like you're modeling turbulence over an airplane in 3 dimensions. You're a sophisticated consumer, you have sophisticated tools for it. In that case, yes, 3D is not a terrible choice. That was structure. Now we're going to move on to formatting. So formatting is color, it's typography, it's interaction, it's grid lines, it's tooltips. I like to think of this as the frosting on the cake. It's important. It adds appeal, it helps focus attention, but beautiful frosting will not save a bad cake. You have to get your purpose correct, your content and your structure, all of these things need to be correct first, and if those are correct, then the frosting will make it beautiful. If you have kind of ugly frosting on a delicious cake, it's not as exciting to consume, but it'll still, taste good and hopefully you'll be full at the end of it. The job of formatting is to provide appeal and also to highlight the things that are important. So I have here, these are both drawn in Excel. All of the defaults are wrong in Excel. You can do good work in Excel, but you basically have to change all the defaults. So in the left one, I've turned on everything bad in Excel. You've got the interesting sort of sponge paint textured background and these 3D ribbons, which if you try hard at it, you can change them back and forth from being one floating above the other one to one being in front or behind the other one. I defy anybody in the audience to take any value off either of those colored ribbons and map it back to the grid lines, the 3D grid lines in the background to determine what the actual values there are. The dates aren't terrible in that one, I'll give it that. The one on the right, I've just turned off all the noise. I didn't fix the date formatting, so the dates are still ugly, but you can see it's a much cleaner graph. And that's mostly just been done by reducing the noise. Now, another thing that I could do, for example, is I could individually label every dot. I could label just the highest and lowest points. It depends on what people want to learn from this. But by using my formatting intentionally and being careful with it, I can really clarify the data that I want to call attention to. Here's a table of how to apply your formatting. Many people have drawn tables like this. This is one that I've drawn. You can see there's a URL at the bottom of the page there, complexdiagrams.com/properties, so that's my blog. If you go to this link, there's a whole description that you can download that tells you how to use this. And this essentially tells you, given a data type, what's useful and how to do the formatting. So I recommend checking that out. It's all for free, easy to do. Here we are in the summary. You have to know your purpose. If you don't know your purpose and who it is and who it's for and why you're designing it, you'll have a very difficult time being adequately successful. You want to focus your content to what's necessary and not give too much. You want to select a structure that is useful for revealing the data and relationships that are important to communicate. And focusing should be really to help focus people. Formatting should be to help focus people and not to distract. And like I said, I'll give you the link to the slide deck, and there's a bunch of other details here, links and whatnot. There it is. How'd I do? Perfect. Thank you. Thank you. Thank you very much. Do we have questions? We have time for one question, maybe? 2 questions? No? Anyone? Well, if you're interested in knowing more about the work of NOAA, you can go to complexdiagrams.com. Is that correct? Sure. Yeah, exactly. Well, vous pouvez aller à son site. You guys know what to put the last screen back? I want to take a picture. Yes.
Ah, Take a picture. All the information's Well, there. where were you when you put the screen up? I took a picture of it, but Yeah. I want to take another picture. but actually, it will be on the. You're going to I put the link don't on. believe you. I want to see it now. Can you please put the last slide with your links? Yeah, one second. Wow. The summary. Yeah, use the summary. Oh, the links. The last page. Yeah, that one. And that's the summary? No, we don't want the summary, we want the references. No, the one with the links. URLs, links, references. Yeah, that's the one. Hey, leave it up there. Leave it there. I'll email it to you. Thank you. Thank you very much, Noah. We have to move on, but thank you very much. It was really interesting. So let's hear it for Noah Iljinsky. Thanks. Thank you. Thank you so much. Follow me on Twitter. Perfect. Thanks. Bye. Bye. OK. On va continuer maintenant avec notre dernière présentation. Ça va se passer en français avec Audrey Lapierre et Chloé Levasseur qui viennent de Function, qui est une agence hyper primée de visualisation de données à Montréal. Donc, Audrey Lapierre est la directrice de la création. Elle dirige l'équipe créative de Function. Puis, on a aussi Chloé Levasseur, qui est designer UX. Elles vont nous parler de ce que le UX apporte à la data V, comment, à l'inverse, la data visualisation enrichit l'expérience utilisateur. On les reçoit. Merci beaucoup. Oui. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne connaissent pas Function? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne veulent pas lever la main, s'il vous plaît? J'en vois un peu, qui ne veulent pas lever la main. Parmi ceux qui veulent lever la main, est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas Function? C'est un de nos plus gros studios à Montréal. Je vais juste les mettre un peu en contexte. En ce moment, c'est en ce moment que vous êtes dans une exposition à Paris, entre autres. Oui. Oui, voilà. Donc, une partie Oui. de leur matériel, leur output est en exposition. Peut-être que d'ailleurs, au début, vous pourriez nous expliquer un peu comment ça a été choisi, c'est quoi le contexte de l'exposition. Mais ça fait quoi, 7 ans, 8 ans que vous existez? Oui, ben, en fait, depuis 2008. Je ne saurais pas gricher. Et voilà. Depuis 2008, en fait. Merci. Tu ne saurais pas parler. T'as-tu un micro? OK. OK. Merci pour l'introduction. Oui, en fait, comme Francis disait, ben, all right. OK. Ben c'est ça, Function Studio en design d'information qu'on a fondé en 2008. On est spécialisé, c'est ça, design d'information, mais on travaille surtout avec des compagnies internationales comme Deloitte, Google, Nations Unies, la Banque mondiale pour mettre en valeur leurs données. On est surtout connu pour nos projets de storytelling, mais on travaille aussi sur des mandats de consultation en interface utilisateur. Ça ne se retrouve pas dans notre portfolio parce que c'est protégé par des ententes de confidentialité. Donc, Vis Montréal nous a demandé quelle est la relation entre l'expérience usagée et la visualisation de données. Mais à la base, c'était deux disciplines qui étaient complètement distinctes. Il n'y avait pas trop de chevauchement entre les deux. Certains se rappelleront qu'avant 2014, c'était l'époque de l'explosion de la créativité en visualisation de données. On expérimentait, on se permettait de faire des pièces qui étaient absolument pas, qui respectaient pas les lois du UX. Il n'y avait aucun labeling de données, on avait un design visuel pauvre et puis on faisait des interfaces qui respectaient aucun standard d'interface. Donc on pourrait un peu comparer ça à l'explosion graphique des années 90. Je ne sais pas si vous vous rappelez le magazine Raygun qui en fait était plus focusé sur le style que la lisibilité. On pouvait par exemple avoir un article écrit en dingbat. Fait que tout le monde était bien excité. En 2014, la communauté DataVis a commencé à se poser la question si, avec l'arrivée de Détroit, de nouveaux outils de visualisation de données qui permettaient de faire des graphiques beaucoup plus rapidement, est-ce que ça n'allait pas tuer l'industrie? Est-ce qu'il y avait encore de la place pour l'amélioration?
Et puis, Rachel Binks, en fait, elle avait donné une conférence à Visualize où elle dénonçait les mauvaises pratiques UX de la communauté DataVis. Rachel, en fait, elle est Data Visualization Engineer chez Netflix maintenant. Donc, c'est un peu à partir de ce moment-là que la communauté elle a commencé à plus réfléchir à l'expérience utilisateur et comment l'intégrer dans les visualisations de données pour en faire de meilleurs outils de communication. Ouais. Donc, c'est vrai, maintenant, l'expérience utilisateur a une plus grande place en visualisation de données, mais plus concrètement, c'est quoi son impact? Merci. Il y a un petit délai. Ouais. Donc, premièrement, réfléchir à la visualisation de données en termes d'expérience utilisateur, bien, ce que ça fait, c'est que ça nous fait penser à l'utilisateur. Tout dépendamment de son âge ou de son expertise, ça va avoir un grand impact sur l'expérience finale. Juste pour vous donner un petit exemple d'un problème qu'on a eu avec ça, on a travaillé récemment sur un projet dans lequel le client il voulait avoir un nuage de points. Quelque chose qui lui permettrait d'explorer puis naviguer à travers son corpus de texte. Il n'y avait pas vraiment de cible précise pour le projet. Nuage de points. Donc, voici une première version du projet qu'on a eu. On retrouve un nuage de points, des stories dans ce cas-ci, qui sont groupés selon différentes catégories ou différents mots-clés. À ce moment-là, dans le projet, on a appris que les utilisateurs, finalement, étaient dans une tranche d'âge un peu plus âgée et ils n'étaient pas à l'aise avec la technologie. 60 ans et plus. C'est ça. Dans l'interface, ils se sentaient perdus puis ils ne savaient pas comment naviguer ou explorer de manière efficace. Donc, pour rejoindre ces utilisateurs-là et améliorer leur expérience interactive, on a dû revoir certaines composantes de l'interface. Donc, premièrement, on s'est assuré que l'intro était complète et explicative et qu'elle préparait bien l'utilisateur à explorer la visu. Ensuite, question d'accessibilité, on s'est assuré que les points étaient assez gros pour que ça soit plus facilement cliquable. Et on a décidé d'ajouter à l'écran principal la liste des stories. En plus d'offrir une nouvelle manière de naviguer dans l'interface, les stories, cette vue-là nous a permis en fait de les rendre beaucoup plus visibles et beaucoup plus accessibles pour tous les utilisateurs. Oui, merci. Penser à l'expérience utilisateur nous pousse aussi à simplifier l'information pour la rendre plus digestible. En effet, un des pièges de la visualisation, c'est d'essayer de tout montrer. Pourtant, les données inutiles, ça crée un bruit visuel et ça rend la visualisation moins lisible. L'utilisateur a de la difficulté à diriger son attention, puis il ne sait pas qu'est-ce qui est le plus pertinent ou pas. Par exemple, ici, c'est une visualisation qui montre les révisions qui ont été portées à un wiki. C'est assez complexe, puis même en passant plus de temps dessus, on ne comprend toujours pas qu'est-ce qui se passe. Par contraste, ici, c'est une visualisation de Moritz Stefaner qui montre la controverse sur les discussions de suppression d'un article de Wikipédia. Et on voit qu'il y a vraiment eu un effort pour éliminer les informations qui étaient en trop et seulement garder ce qui pouvait être compris finalement. Pour savoir en fait si la visu est assez simplifiée, on devrait tout le temps se poser quelques questions. Premièrement, est-ce que ma visu est utile et est-ce qu'elle répond à mes objectifs de départ? Est-ce qu'elle est lisible? Ça, c'est très important. Et est-ce qu'elle est adaptée au niveau de connaissance de mes utilisateurs? Une fois qu'on a réglé ça, on devrait également s'assurer que la visualisation elle est honnête et elle est fidèle aux données. Un des premiers problèmes UX qu'on a eu à résoudre, ça a été la navigation et l'orientation des utilisateurs dans un tree graph. Par exemple, ça c'est une application que je vais montrer très rapidement, sur laquelle on avait travaillé, qui utilisait un tree map pour naviguer à l'intérieur de la hiérarchie des départements de la Ville de Montréal et qui permettait de visualiser les contrats octroyés. Un des problèmes qu'on avait, c'était que c'était très difficile de comprendre quand on cliquait, la sélection, elle effectuait un nouveau filtrage. Aussi, l'utilisateur, il était un peu perdu dans cette hiérarchie-là. Donc, une des façons qu'on a eues pour régler le problème, c'est l'utilisation des breadcrumbs. Donc, si on visionnait un domaine d'activité et qu'on sélectionnait infrastructure, la sélection remplaçait domaine d'activité et on passait, le prochain niveau apparaissait.
Ça, c'est la première itération qu'on avait faite sur un projet où on voyait tous les projets financés par le National Geographic depuis 1890 par catégorie et sous-catégorie. Et c'était un graphe qui était finalement assez complexe et les utilisateurs ne savaient pas par où commencer, puis ils se sentaient perdus en l'utilisant. Un des problèmes qu'on avait, c'était qu'on montrait trop d'éléments à la fois. Donc, on a beaucoup perfectionné l'interaction et on a éliminé les branches qui ne se trouvaient pas directement en dessous de la catégorie où est-ce qu'on était. La ligne jaune, c'est une sorte de breadcrumb visuel où est-ce que ça aide à l'utilisateur à savoir où est-ce qu'il se trouve et aussi comment retourner en arrière. On a aussi ajouté un bouton back. Donc, toujours en essayant de réduire le niveau de complexité non nécessaire d'une visualisation, il est possible d'améliorer l'expérience utilisateur en intégrant des stratégies pour encadrer ou guider l'exploration. Dans ce projet-ci, par exemple, qu'on a réalisé, l'expérience narrative invitait les utilisateurs à explorer des données sur l'éducation en Afrique des filles. On a utilisé comme stratégie, en fait, c'est au lieu de montrer toutes les données d'un premier coup, puis de leur donner toutes les options pour filtrer, on a prédéfini certains filtres à l'avance en fonction du contexte. Par exemple, ici, c'est la région. Ce que ça a eu pour effet, c'est que ça a guidé l'explorateur dans son exploration sans toutefois éliminer la possibilité d'explorer le reste des données. Voici un autre exemple ici du New York Times. On peut voir qu'au fil de l'article, ils mettent en évidence seulement les données et les thèmes qui sont pertinents. Encore une fois, ça guide l'utilisateur et ça permet aussi de simplifier la visu tout en gardant une vue d'ensemble. Évidemment, de nos jours, les clients exigent des expériences qui fonctionnent aussi sur le mobile. Et un autre piège à éviter, c'est d'essayer de bourrer l'interface mobile avec toutes les fonctionnalités du desktop. Une meilleure approche, en fait, c'est de réduire à l'essentiel l'information qui est présentée. Les small multiples aussi, ça peut vous sauver la peau. On peut aussi utiliser à notre avantage les fonctionnalités des appareils mobiles comme les interactions, pincer pour agrandir, swiper, taper ou la géolocalisation. À gauche, on a une visualisation version desktop et à droite, c'est la version mobile qui offre beaucoup moins d'options de filtrage et qui s'est focusée seulement sur les informations importantes. Donc, au fil des années, on a travaillé sur beaucoup d'interfaces et on a découvert que la visualisation, elle pouvait à son tour bonifier l'expérience utilisateur. Alors, comment est-ce que la visu peut enrichir l'expérience utilisateur? Bien, en rendant l'interface plus visuelle, évidemment, mais il y a d'autres façons. C'est un principe bien connu. Plus l'effort nécessaire à effectuer une tâche est grand, plus le temps requis et le risque d'erreur augmente. La visualisation a la capacité de réduire cet effort-là et d'aider l'utilisateur à effectuer la tâche plus rapidement. Par exemple, sur le site de Kayak, lorsque l'utilisateur fait une recherche des vols et qu'il filtre par heure de départ et d'arrivée, une visualisation va indiquer le prix le plus bas en temps réel, ce qui va permettre à l'utilisateur de trouver le vol le plus adapté sans faire de multiples recherches. L'application Transit utilise également très bien la visualisation pour minimiser l'effort, dans ce cas-ci pour trouver l'itinéraire optimal. On peut voir l'exemple de gauche que Google Maps fait déjà bien le travail. On a une visualisation du trajet et on a la comparaison des divers modes de transport. Par contre, si on regarde dans l'exemple de droite qui est Transit, on peut voir que la manière de visualiser l'information est beaucoup plus optimale. Sur un même écran, on a un aperçu visuel de tous les trajets possibles, mais pour tous les modes de transport combinés. Donc, on se rappelle un peu plus tôt, je disais que le UX encadrait et guidait l'utilisateur dans son exploration. À l'inverse, la visu, elle a le potentiel, en fait, d'enrichir l'expérience et d'encourager l'exploration. On a récemment travaillé sur un projet où l'interface principale servait à montrer des résultats de recherche. Pour enrichir l'expérience puis offrir une manière alternative d'explorer les résultats,
on a décidé d'intégrer des visualisations à même la page. Pour s'assurer que nos visus étaient tout le temps adéquates et pertinentes, on les a adaptées au contexte de recherche. Pour une recherche de documents, par exemple, il est possible d'explorer les thèmes par sujet dans un tree map. Et si on va dans une recherche de projet, la map était beaucoup plus utile. Une autre façon d'améliorer l'expérience, c'est de démontrer la compétence pour que l'utilisateur soit prêt à prendre des risques et on cherche à éliminer les surprises. Par exemple, ça c'est un exemple pour le e-commerce, le site de Simons, le consommateur il va avoir beaucoup moins peur en fait de donner sa carte de crédit s'il a la conviction que le produit en fin de compte va lui faire. Donc Simons calcule la grandeur qui a le plus de chances de lui convenir basé sur les achats et les retours des gens qui ont la même taille. L'ajout de visualisation dans une interface a aussi le potentiel de ravir les utilisateurs. C'est un point qui est relativement important parce que si on combine la notion de plaisir avec une interface ou une expérience qui est déjà fonctionnelle, utile et fiable, on a de fortes chances de satisfaire notre utilisateur, puis c'est ça qu'on veut au bout du compte. Généralement, quand on pense au principe de delight en UX, c'est surtout aux interactions avec des boutons, aux transitions, aux animations qu'on pense. Par contre, la visu peut aussi avoir cet effet-là parfois. Sur le site, sur Google Maps par exemple, quand on fait une recherche pour un lieu, on a les heures d'affluence pour n'importe quel moment de la journée. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'il est aussi possible d'avoir l'achalandage en temps réel. C'est vraiment une valeur ajoutée à l'application, puis ça donne un peu à l'utilisateur l'impression d'avoir une longueur d'avance sur les autres. C'est toujours un petit peu plus. Un autre exemple qu'on a trouvé aussi, c'est l'application Strava. On a découvert que les utilisateurs ont tellement de plaisir à utiliser l'application et à cartographier leurs déplacements et leurs entraînements qu'ils ont commencé à modifier leur trajet pour tracer des dessins. C'est très décent, mais il y a beaucoup des exemples qui étaient un peu trop créatifs. Pas montrable. C'est ça, premier degré un peu. En terminant, on pense que c'est la visualisation qui va pousser l'évolution de l'interface utilisateur. Le web nous donne beaucoup de flexibilité sur les briques de base qui composent nos interfaces graphiques. Jusqu'ici, la visualisation de données, c'était un peu considéré comme une illustration, comme un graphique inséré dans un texte. Mais elle donne plutôt naissance à de nouveaux types de composantes qui permettent de manipuler cette nouvelle matière première qu'est la donnée. Les interfaces ont permis la saisie et la navigation de jeux de données primitifs, mais maintenant, c'est au tour des données de rendre l'appareil et de faire évoluer l'interface. C'est tout. Merci. Est-ce qu'on a des questions pour André et puis Chloé? Combien de ces leçons-là viennent de votre formation et combien viennent vraiment de l'expérience de travailler avec le client, l'usager? Bien, dans mon cas, moi, j'ai été formée en print. Fait que je dirais que ça vient vraiment beaucoup de l'expérience de travailler avec les clients sur tous les projets qu'on a faits depuis 2008. Chloé? Je dirais que dans mon cas, en fait, c'est un peu une combinaison des deux parce que j'ai étudié en design graphique et en UX à l'école, donc je pense que ça m'a appris la structure et les bases. Le processus. Exactement le processus, mais on n'apprend pas vraiment la visualisation de données. Je pense que ça s'est vraiment fait avec l'expérience. Oui, avec le coaching. C'est ça. Oui? C'est quoi votre processus à peu près? Comme quand votre client vient vous voir, comment vous fonctionnez ensemble? Comment vous faites pour dire, c'est quoi les étapes que vous faites? OK. En fait, ça ressemble un peu au processus que tu avais montré, parce qu'il s'applique aussi au design comme au projet interactif. Je dirais que c'est ça, on a toujours une phase qui est l'analyse, la recherche, aussi les requirements d'un projet. Parfois, ça va être plus des objectifs de communication. Des fois, ça va être vraiment plus comme du côté de l'application, les requirements techniques utilisateurs. Après ça, on a la phase conceptuelle où est-ce qu'on commence à chercher, à dessiner, comme tu disais, le framework. Donc, on y va avec les grandes lignes. Après ça, on fait souvent un prototype, soit sur les wireframes, soit un prototype interactif avec InVision. C'est plus difficile avec la visualisation de données, évidemment. Ouais.
Puis après ça, c'est les wireframes, le prototype, le développement. Et puis, c'est ça, il s'insère en fait du user testing habituellement, c'est ça, avec les wireframes. Quand on a le prototype codé, on peut aussi faire des itérations, mettons en mode agile, là, pour tester, changer les interactions, c'est ça. C'est une difficulté qui existe, sinon c'est quand tu es en wireframe, à l'étape de wireframe, puis tu commences à sketcher, puis tu te dis « Ah, ce serait beau, ce serait parfait ». Puis après ça, tu réalises, ouais, mais si je mets le data là-dedans, ça peut être dégueulasse. Parce que le vrai data à la fin. Ouais, ben c'est ça. Ça, il y a comme le développeur, c'est ton meilleur ami. Hein? Ah ouais, fait que c'est sûr qu'il y a comme un peu un travail qui se fait en parallèle. Quand on fait la phase de sketching, de concept du côté du design, les développeurs vont nous aider aussi à explorer puis à faire des tests. Donc, nos quick assumptions, ils peuvent être testés aux côtés du code juste pour voir si, OK, ça match dans comment qu'on veut l'illustrer. Une dernière question. Des fois, comme concepteur de visualisation, c'est trop tentant d'aller vers une direction puis de se fier à l'intuition. Comment vous vous assurez que les choix que vous avez faits de la représentation correspondent aux besoins de l'usager? Est-ce que vous faites toujours des tests usagers? Bien, pas toujours en fait, parce que nos projets, souvent, on a 2 mois pour le faire. Donc, s'il fallait qu'on inclue des phases de refaire, ça serait probablement pas possible. Donc, ça va peut-être se faire plus tard quand on va refaire, mettons, revisiter un projet, par exemple. Ou quand on a plus le temps, là, ben là, on va le factoriser dans la phase de wireframes. Mais en général, on a de très bonnes intuitions. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là. Maintenant, on va parler avec Nicolas Scotchin, qui est là, de notre commentaire principal Plotly. Merci aussi, puis on donne la bienvenue à Nicolas. Okay, so I am VP Product at Plotly. There's a nice logo. Plotly is a company we make data visualization software. So here's a small sampling of the types of visualizations you can make using Plotly. Many of the best examples of data viz that you saw in the first couple of presentations you can make using Plotly. Some of the more custom stuff that a function makes is a little bit more difficult. As you can see, we support basically a huge breadth of different types of visualizations, from maps to 3D, the good kind, where you actually have 3-dimensional data to plot, bar charts, scatter plots, millions of points, heat maps, text, you name it, Plotly can probably do it. So one question that I have is, how many people here have heard of Plotly? Okay, this is good. Last time I came to Viz Montreal, everybody I met who was not from Montreal had heard of Plotly, and everybody who was not from Montreal had not, which is a little embarrassing because, we are in Montreal. We were founded in Montreal 5 years ago in 2013. There are 15 of us now. I started in January. I'm really excited to be there. We're in the Mile End, right in the shadow of the big building where Ubisoft is. We were founded in Montreal. As I said, we're a profitable company. We have millions of charts have been made with Plotly. We have thousands of downloads every day. So I really wanted for Plotly to become a sponsor of Visualization Montreal, to kind of spread the word, put us on the map. So there, I put us on the map. So my first mission is accomplished. Just a little bit more about our software. So we have Plotly Chart Studio, which is sort of an extremely powerful point and click sort of user-based chart making software. We have it on the cloud. You can make charts right now for free. Just go to plot.ly/create. If you are a company and you want to make and share charts internally behind your firewall, you can contact us. We will sell you a version of Plotly Cloud that you can put in your private cloud. You can run it on premise. One of our greatest strengths, is that
We are primarily an open source company, so we are the makers of Plotly.js, Plotly.py, Plotly.r, and Dash. So these are some of the most downloaded, most used data visualization libraries in the world. They can basically be used to program any of the visualizations that I showed you earlier. You can use them to export print quality graphics in EPS, SVG, PDF, PNG, you name it, from all of these platforms. We also have less frequently used, but we have bindings for MATLAB, for Julia, any of these sort of scientific pieces of software. So you can use this for free today. You can call us and help us. We can help you install it at your company. And if you find a feature missing, we also basically take sponsorship. So if you want to pay us to add features to any of these libraries, we will happily do that for you. And last but not least, we are hiring. Developers, React developers, Python developers, designers. So if you have sort of a major in React and a minor in Python, a major in Python and a minor in React, a major in CSS and a minor in React, we would love to talk to you. So please get in touch. Here's our Twitter account and our website, plot.ly, or just come talk to me now. And I've got a whole bunch of stickers. Oops, sorry. I've got a whole bunch of stickers. Thanks very much. Je viens parler de Mapd, mais je veux quand même dire que Plotly, c'est quand même assez fameux qu'on ait ça à Montréal. Je surveille à peu près toutes les librairies de graphique qui existent en JavaScript, puis je vous mets au défi de trouver une librairie avec le plus de types de graphiques. Mais bon, je suis ici pour parler de Mapd, qui est aussi un commanditaire. Moi, je travaille là. C'est une compagnie qui est dans la Silicon Valley. Je vous invite à vous trouver un travail dans la Silicon Valley en habitant à Montréal, parce que le taux de change est de l'autre côté aussi. Si vous voulez travailler là aussi, je peux vous trouver de l'emploi, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est effectivement, comme pour Plotly, de continuer à contribuer à l'open source, que tout ce qu'on fait est disponible, de s'occuper de Meetup. Je voudrais peut-être juste faire une petite annonce, dans la communauté Détroit, on organise une conférence à chaque année, elle est à l'automne, ça se passe à San Francisco. Si vous voulez vous plonger dans le monde de la database, c'est vraiment une bonne place où aller. Puis souvent Mapd sponsorise aussi. Donc venez rencontrer la communauté, moi je vais être content de vous introduire à toutes ces belles personnes-là. C'est tout, merci. Et c'est grâce à nos commanditaires qu'on est capable de vous offrir ces génial Meetup. Ça fait qu'on a encore la place, si jamais vous êtes intéressé ou connaissez quelqu'un qui est intéressé de devenir commanditaire de Visualisation Montréal, mais on a 6 forfaits, de là. On s'approche de la fin. Est-ce qu'il y a des annonces à main levée? Quelqu'un d'entre vous, si vous êtes engagé, si vous voulez rechercher développeur, designer, UX, vous pouvez faire l'annonce maintenant. Non? Sinon, vous pouvez toujours le faire avec notre hashtag Twitter qui est hashtag BISMTL sur Twitter. Et la prochaine rencontre va être au sujet des métiers de la database, en commande de Christophe Pion. La date s'est annoncée, ça fait qu'il est resté branché. On va vous annoncer ça bientôt. Et maintenant, on va clôturer ça. On va aller prendre une bière pour les gens qui ont encore le goût de nous accompagner. On s'en va chez les 3 brasseurs qui est pas loin d'ici. On va vous montrer ça sur une carte aussi. Je vous remercie beaucoup et puis on se parle à la prochaine.